Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu différente de d'habitude, donc ce n'est pas un vlog ni un PowerPoint avec une voix off derrière. C'est moi, avec un cadre de manière à ce que vous puissiez quand même pas voir mon visage, mais en partie pour que ce soit un peu plus animé. Parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, donc aux questions qui m'ont été le plus posées en commentaire sur Instagram, et aussi les questions qu'on m'a posées quand j'avais demandé sur Instagram, justement, des questions pour une éventuelle question-réponse. Donc, cette vidéo va se diviser en 4 points, c'est-à-dire 4 thèmes de questions. Des questions sur le XMD de manière générale, donc je vais faire une remise au point sur des parties d'informations qui seraient mal comprises sur le XMD, donc l'examen d'entrée en médecine et dentisterie en Belgique. Ensuite, le second thème, ce sera sur la suite des études de médecine. Le troisième thème, sur la préparation à l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Et le dernier thème, ce sont des questions un peu plus personnelles. Si un des thèmes ne vous intéresse pas, vous pouvez bien évidemment vous diriger directement vers la partie, le thème qui vous intéresse. Pour cela, je vais mettre dans la description les grandes lignes de cette vidéo. Vous pourrez donc juste cliquer sur le petit timer qui sera mis au début pour passer directement à la partie qui vous intéresse. Alors le papier que je tiens dans ma main, ce sont justement les questions. Vous ne les voyez pas bien parce que j'imprime en très très clair. Donc voilà, c'est les questions auxquelles je vais répondre. Sur ce, bon visionnage! Donc la première partie que je vais aborder, c'est la partie sur la remise au point sur l'examen d'entrée en médecine et dentisterie en Belgique. La première question, c'est quelle est la forme de l'examen? Est-ce que ce sont des QCM ou des questions ouvertes? Et est-ce qu'il y a des points négatifs? Alors c'est un examen qui se compose uniquement de QCM. Donc il y a des QCM pour toutes les parties, aucune question écrite. Et ce sont des QCM avec une seule bonne réponse. Il y a des points négatifs, donc c'est un système où une bonne réponse vous rapporte 1 point, ne pas répondre ne vous rapporte pas de points, et donner une mauvaise réponse vous rapporte moins un tiers de points. Pareil, si vous répondez à plusieurs réponses alors qu'il n'y en a qu'une correcte, il n'y a toujours qu'une correcte, mais donc si vous mettez plusieurs propositions possibles, c'est considéré comme mauvais automatiquement. C'est un examen qui comporte 2 grandes parties et 8 chapitres. Mais j'ai fait une vidéo directement là-dessus, je vous invite à aller le voir, je la mettrai en description. La deuxième question, c'est une nouvelle explication sur le système de 4 chances en 5 ans. Alors, c'est un système qui est, je trouve, un peu compliqué à comprendre. En fait, on va considérer qu'à partir du moment où vous décidez de passer l'examen, que ce soit en juillet ou en août, puisqu'il y a deux sessions d'examen en juillet et en août, à partir du moment où vous décidez de passer l'examen, vous engagez votre année entre guillemets. Donc, imaginons, vous passez votre examen en juillet, et bien l'année 2021, si vous l'avez passé en juillet 2021, est engagée, c'est-à-dire que l'ARES va compter comme si vous aviez passé votre examen et en juillet et en août. Si vous le passez en août 2021 sans l'avoir passé en juillet 2021, idem, votre année est engagée. Donc vous avez, entre guillemets, brûlé vos 2 chances. Ensuite, vous pouvez le repasser une seconde fois, idem, donc vous pouvez engager une seconde année, et ce sur 5 ans. Donc vous pouvez très bien le passer en 2021, les 2 fois ou une des 2 fois, ne pas le passer en 2022, puis le passer en 2023 une fois ou les 2 fois. Vous aurez donc utilisé toutes vos chances, puisque vous aurez engagé 2 années sur 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, ça retombe à 0. Donc au bout de ces 5 ans, vous pouvez à nouveau réengager 2 années avec à chaque fois 2 chances par année. La troisième question, c'est faut-il passer les 2 examens en juillet et en août, et qu'est-ce qui est conseillé de faire? Alors justement, c'est lié à la question d'avant. Alors oui, il y a 2 examens à passer en juillet et en août. Ce sont exactement les mêmes examens. Celui d'août est en fait la seconde session, mais ce n'est pas une seconde session où vous récupérez les examens déjà validés à la première session. Donc si vous ratez en juillet, vous ne gardez pas les cours que vous avez réussi à valider en juillet pour le mois d'août. Vous devez tout repasser à chaque fois. Et qu'est-ce qui est conseillé? Eh bien, je vous conseille vivement, et le site de l'ARES le fait aussi, de passer les 2 examens, celui de juillet et celui d'août,
étant donné le système d'années, entre guillemets, engagées, comme j'ai expliqué pour la question juste avant. Donc je vous conseille vivement de passer les 2 examens, et ce, même si vous estimez ne pas avoir assez étudié pour le mois de juillet, pour la simple et bonne raison que vous pouvez l'avoir par chance. Voilà pour la 3e question. 4e question. Est-ce que les places sont limitées? Et est-ce que les places sont limitées pour les étrangers? Donc je fais ces 2 questions. En fait, pour les personnes qui sont considérées comme résidentes, je vous renvoie sur le site de l'ARES pour voir les conditions d'une personne considérée comme résidente et une considérée comme non résidente. Pour une personne considérée comme résidente, il n'y a pas de limite de place. Il vous suffit, entre guillemets, de réussir cet examen. Pour les personnes qui sont considérées comme non résidentes, il y a un quota de 30% appliqué, donc ça devient un concours. Sur quoi est calculé ce quota de 30%? Eh bien sur le nombre de réussites d'étudiants résidents. Donc s'il y a 100 étudiants résidents qui ont réussi l'examen, il y aura 30 étudiants non résidents qui seront acceptés. Si seulement 20 étudiants non résidents ont réussi l'examen, eh bien sans souci, ils rentreront tous les 20. S'il y en a 40 qui ont réussi l'examen, eh bien ils prendront les 30 premiers, c'est-à-dire les 30 qui ont obtenu la meilleure cote. Donc, non, les places ne sont pas limitées pour les personnes qui sont considérées comme résidentes, mais oui, les places sont limitées pour les personnes considérées comme non résidentes. Regardez bien dans quelle catégorie vous rentrez pour être considéré comme résident ou non résident. J'ai aussi eu énormément de questions sur la France et la PACES, anciennement PACES, donc PASS je pense maintenant. Comment faire le lien et comment ça se passe pour les personnes qui ont déjà tenté une PACES, qui l'ont raté 2 fois, une seule fois, ou des personnes qui n'ont simplement jamais tenté. Donc comment ça se passe le lien France-Belgique? C'est le sujet de la 5e question. Alors, si vous n'avez jamais tenté la PACES, sans aucun souci, vous pouvez venir présenter l'examen d'entrée en Belgique. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous l'avez raté une fois, il me semble que c'est aussi ok, vous pouvez aussi venir passer l'examen d'entrée en Belgique, mais je pense que vous devez tout de même contacter l'ARES pour plus de renseignements. Si vous avez raté la PACES 2 fois, vous êtes normalement considéré comme non finançable par la Belgique. Mais j'ai déjà vu que des universités, comme l'université de Mons par exemple, acceptaient des étudiants considérés comme non finançables à partir du moment où ils réussissaient l'examen d'entrée. Donc si vous avez raté votre PACES 2 fois, renseignez-vous bien auprès de l'université dans laquelle vous souhaitez vous inscrire pour savoir si oui ou non elle accepte des étudiants non finançables. Dans le cas où vous auriez déjà réussi votre PACES, vous devez quand même repasser l'examen d'entrée en médecine ou dentisterie en Belgique pour rentrer dans des études en Belgique. Je vais maintenant passer à la seconde partie de la vidéo sur le thème la suite des études de médecine. La première question, c'est la suite des études de médecine. Est-ce qu'il y a encore des concours? Alors, il me semble que oui. Enfin, il ne me semble pas. Oui, il y a encore un concours qui est en 6e année. Donc, c'est un classement pour choisir sa spécialité. Et j'ai pas énormément d'informations sur ce concours, mais je peux quand même vous dire que vous devez avoir donc une bonne note à ce concours, vous devez être bien classé si vous voulez pouvoir choisir votre spécialisation dans les premiers. Donc c'est-à-dire que les mieux classés pourront avoir la spécialisation de leur choix. Cette spécialisation, vous allez pouvoir la choisir avant de faire le concours, donc vous allez proposer 3 spécialisations, celle que vous voulez faire, une autre de remplacement et encore une autre route de secours. Et mieux vous serez classé, plus vous aurez de chances d'avoir votre premier choix. Ce qui est à remarquer, c'est qu'il n'y a pas que les résultats du concours, donc du gros examen de 6e année qui vont compter dans votre classement. Il y a aussi les résultats que vous aurez obtenus tout le long de votre master, c'est-à-dire tout le long de votre 4e, 5e et 6e année. La deuxième question, c'est concours pour passer de la première à la 2e année. Donc, est-ce qu'il y a un concours pour passer de la première à la 2e année? Alors non, il y a un examen d'entrée avant de rentrer en première, mais une fois que vous êtes en première, vous n'avez plus de véritable concours jusqu'à la 6e année. Il n'y avait que 2 questions dans cette partie, donc je vais directement passer à la 3e partie de la vidéo, sur le thème la préparation à l'EXMD. La première question,
Est-ce que j'ai des conseils sur les cours prépa et lequel choisir? Alors personnellement, je ne vais pas vraiment influencer dans la balance sur quel cours prépa choisir parce que je pense que ça dépend de chacun. Prenez bien en compte le critère de la distance par rapport à l'endroit où vous vivez. Prenez bien en compte ce que vous entendez autour de vous aussi. Donc je ne peux pas vraiment vous orienter sur quel cours prépa choisir. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai en description sur les cours préparatoires et je vous invite très vivement à aller sur le site des cours préparatoires qui vous intéressent pour vous renseigner sur leur manière de faire, les cours qu'ils proposent, ce que j'ai aussi décrypté dans ma vidéo, que de nouveau vous la trouverez en description. Deuxième question, comment s'inscrire au cours préparatoire? Alors pour vous inscrire au cours préparatoire, il faut vous rendre sur le site de l'université dans lequel vous voulez suivre vos cours préparatoires. Il y aura une page qui va s'ouvrir à un moment donné dans l'année pour pouvoir vous inscrire au cours préparatoire. Suivez bien ces dates parce qu'il y a une ouverture des inscriptions, mais il y a aussi une fermeture des inscriptions. Vous ne pourrez pas vous inscrire indéfiniment pour les sessions. Ne vous y prenez pas trop tard. Je vous conseille de regarder dès les grandes vacances, c'est-à-dire les vacances d'été de l'année avant celle où vous voulez suivre vos cours préparatoires. Donc si vous voulez suivre vos cours préparatoires dès septembre 2021, ils ne commencent pas en septembre en général, mais dans le courant de l'année scolaire septembre 2021 à juin 2021, inscrivez-vous dès juillet 2021. Donc bien entendu c'était pour l'année passée puisque la session 2021 est passée. La troisième question, où se procurer les cours ou d'anciens examens? Alors les cours, malheureusement, je ne connais pas vraiment d'endroit où on puisse se procurer tous les cours comme ça. Ce sont les cours qui sont de la 3e à la 6e secondaire, donc en Belgique. Ce sont les cours scientifiques sur les matières de la 3e à la 6e secondaire. Je ne connais pas d'endroit où ils mettent tout à disposition comme ça. Cependant, pour les examens, vous pouvez avoir des simulations d'examens et des échantillons de questions sur le site de l'ARES, que je vous mettrai en description. Quatrième question. La matière en général, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même qu'en France? Alors la matière en général, comme je viens de le dire juste avant, c'est la matière de la 3e à la 6e secondaire pour les sciences en Belgique. Est-ce que c'est la même qu'en France? Je pense que globalement c'est la même qu'en France. Mais je n'en suis pas sûre, je n'ai pas vraiment été regarder les programmes français. Il me semble que j'avais entendu, sans aucune certitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai faux, que apparemment la trigonométrie serait un peu moins poussée en France pour les maths, mais je pense que de manière générale c'est globalement le même. Si je peux vous conseiller quelque chose, peut-être pour voir un aperçu général des matières, ce serait de regarder dans des livres comme Réussir l'examen d'entrée en médecine qui a un aperçu global de la matière. La cinquième question. Comment est le programme par rapport à la PACES? Alors c'est différent, c'est-à-dire qu'en PACES vous étudiez déjà des choses qui en général, c'est la première année commune aux études de santé, donc c'est une année où vous étudiez déjà des choses du domaine de la santé pure. Or l'examen d'entrée c'est plutôt sur des matières du secondaire, donc c'est pas tout à fait le même. L'avantage que vous avez en sortant de PACES, enfin l'ancienne PACES, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle maintenant, l'avantage que vous avez en sortant de PACES, c'est que vous avez normalement une certaine méthode de travail, une rigueur de travail qui va normalement vous aider pour étudier l'examen d'entrée. Mais n'oubliez pas que l'examen d'entrée, c'est une manière totalement atypique d'interroger, donc entraînez-vous bien en ce sens. La sixième question. Quelle option faut-il avoir pris dans le secondaire pour aller faire l'examen d'entrée en médecine? Alors je pense que vous pouvez tenter l'examen d'entrée en médecine, ça j'en suis même certaine, avec n'importe quelle option. Mais c'est sûr que d'avoir fait une option je dirais, sciences 7 heures, donc sciences fortes, et maths 6 heures, je pense que c'est une option confortable pour réussir l'examen d'entrée. Parce que vous avez déjà eu toute la matière, ou du moins une énorme partie de la matière scientifique, et vous êtes à l'aise pour les maths. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont en sciences fortes, mathématiques 4 heures, qui viennent passer l'examen d'entrée, qui le réussissent aussi. Vous allez juste devoir fournir un peu plus de travail au niveau des maths, mais ça va.
Pour les options littéraires, par exemple, qui voudraient venir passer l'examen d'entrée, bien, rien n'est impossible. Maintenant, il est sûr que vous allez devoir vous remettre en ordre au niveau des cours scientifiques. Mais si c'est votre rêve, rien n'est impossible. À partir de quand se préparer et quelle est la date limite? Donc, c'est la 7e question. Alors, à partir de quand se préparer? Ça dépend de chacun. Ça dépend de votre rythme de travail et du temps que vous pouvez laisser à la préparation de l'examen d'entrée durant votre année de rhétorique ou durant votre année de supérieur. Ça dépend où vous en êtes ou durant votre vie courante pour des gens qui voudraient passer l'examen d'entrée alors qu'ils ont déjà une vie active. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de moment pour... il n'y a pas... Ça dépend vraiment de chacun. Maintenant, il est sûr que commencer à se préparer 2 semaines avant l'examen, ça risque d'être court. C'est possible, si vous étudiez très vite, si vous avez déjà un bel aperçu de la matière, c'est possible. Maintenant, ça va être difficile et ce ne sera vraiment pas les 15 meilleurs jours de votre vie, mais bon, ça, je pense que vous vous en doutez. Alors, personnellement, j'avais commencé à me préparer en août, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo de la série ma préparation à l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Donc, j'avais commencé à me préparer en août. Alors, j'ai pas travaillé tout au long de l'année, toutes les semaines forcément. Hein. J'ai travaillé surtout pendant les vacances, au moment où j'avais pas beaucoup de travail pour le secondaire. N'oubliez pas aussi que si vous êtes dans le secondaire, vous allez avoir vos examens de fin d'année à étudier. Alors certes, les matières scientifiques par exemple seront en relation avec les matières que vous aurez à l'examen d'entrée, mais n'oubliez pas que je pense que vous voudrez vous concentrer principalement sur la réussite de vos examens de fin de rhétorique, donc de fin de 6e année de secondaire. N'oubliez pas que vous allez probablement consacrer minimum 15 jours vraiment seulement à la révision de vos examens de secondaire. Et qu'après, vous aurez encore une dizaine de jours pour étudier l'examen d'entrée. Je pense que un moment confortable pour s'y mettre, peut-être, c'est avoir déjà fait des synthèses pendant l'année, peut-être à partir du milieu d'année, ou suivez vos cours préparatoires. Au moment où les cours préparatoires commencent, commencez peut-être à vraiment faire des synthèses, déjà bien connaître toute la matière. Remettez tout au point pendant les vacances de Pâques, par exemple. Et une fois que ça est fait, consacrez, dès que vous avez un peu de temps, à l'examen d'entrée, à relire ça. Et puis les 10 derniers jours, après vos examens enfin 10 jours ou plus ou moins, normalement c'est plus, après vos examens de rhétorique, prenez peut-être 1 ou 2 jours de pause, et puis consacrez-les uniquement à étudier l'examen d'entrée. Mais arrivez à ce stade-là en ayant déjà une bonne connaissance globale de la matière théorique, de manière à pouvoir vous entraîner énormément sur des exercices. Donc soyez vraiment très à l'aise avec la matière en arrivant à ces fameux 10-15 derniers jours. 9e question. Est-ce que j'ai des conseils à donner, des conseils en maths par exemple? Alors, je ne sais pas si je peux vraiment donner des conseils, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai passé mon examen une première fois, je n'ai pas encore les résultats. Donc, comme j'ai dit dans le vlog qui normalement est sorti avant cette vidéo, je ne pense pas avoir la légitimité de donner des conseils maintenant. Maintenant, essayez quand même de vous organiser, ça c'est sûr, l'organisation c'est la clé. Ne vous mettez pas forcément trop la pression, c'est-à-dire que un peu de pression, un peu de stress, ça va vous permettre de rester motivé et de continuer à étudier sur une aussi longue durée et sur des matières, autant de matières. Mais ne vous mettez quand même pas trop la pression, de manière à ne pas arriver à cet examen mortifié, hyper stressé, parce que ça risquerait de vous faire des erreurs. Et voilà, sachez que cet examen, ce n'est pas forcément toute votre vie. C'est un examen qui compte beaucoup, je m'en doute. C'est un examen qui est très important pour beaucoup de gens. Ça va leur permettre de réaliser leurs rêves. Mais n'oubliez pas que si vous le ratez, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez le rater. Vous pouvez le rater parce que vous n'avez pas assez étudié. Dans ce cas-là, ajustez le tir, étudiez mieux pour la session d'août. Vous pouvez le rater parce que vous n'avez pas eu de chance. Ça peut arriver aussi. Donc, ne mettez pas tout le poids du monde sur vos épaules pour cet examen. Ça va aller. Et est-ce que j'ai des conseils en maths à donner particulièrement?
Je sais pas vraiment. Je pense que pour les maths, la meilleure manière d'étudier, c'est certes de connaître la théorie, parce que commencer à faire des exercices d'intégrale sans connaître la théorie, vous n'allez pas réussir à faire grand-chose. Je pense que vous devez donc avoir un aperçu de la théorie, mais la meilleure manière de s'entraîner en maths pour cet examen, c'est de faire des exercices, vraiment. 10e question. Quelles sont mes astuces pour combler les lacunes? Faire des exercices et encore des exercices. En fait, à partir du moment où vous vous rendez compte, donc vous avez fini à peu près votre étude, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore quelques petites choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas forcément vous dire ce que c'est. Faites un exercice sur ce thème, rendez-vous compte de ce qui ne va pas, allez revoir la théorie et refaites encore un exercice. Et ajustez à chaque fois petit à petit tout ce qui ne va pas. Renseignez-vous, multipliez les sources de renseignements si vous n'arrivez toujours pas à comprendre ce qui ne va pas. Et c'est le meilleur moyen, je pense, pour arriver à combler ces lacunes au final. Donc à chaque fois que vous faites un exercice, vous notez aussi l'erreur, ça peut servir. Vous notez l'erreur que vous avez faite, vous allez revoir la théorie par rapport à ça. Et une fois que vous pensez avoir compris la théorie, vous refaites un autre exercice sur le même sujet. 11e question. Peut-on être bon... Non, peut-on justement ne pas être bon dans une matière? Alors oui, et tout le monde a ses faiblesses, donc c'est parfaitement normal. Mais est-ce qu'à l'examen, on peut se permettre d'être moins bon dans une matière que dans une autre? Théoriquement, oui, vous pouvez vous permettre, puisque cet examen vous permet d'avoir 8 sur 20 par matière, mais 10 sur 20 par partie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 8 sur 20 en maths, par exemple, mais la partie scientifique, qui se compose de maths, biologie, physique et chimie, doit au final avoir une moyenne de 10 sur 20. Donc vous ne pouvez pas avoir 4 8. Vous devez avoir un 8 sur 20 en maths, si vous avez ce point-là, ok, mais vous devez compenser avec au minimum un 12 sur 20 dans une autre matière. Donc oui, on peut se permettre d'être moins bon dans une matière, tout en sachant qu'il faut 8 sur 20 minimum pour une matière et 10 sur 20 pour la partie pour réussir. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des coefficients par matière? Alors je ne sais pas vraiment ce que cette personne a voulu dire par coefficient. Si tu regardes la vidéo et que je donne une mauvaise explication, n'hésite vraiment pas à me le faire remarquer en commentaire ou sur Instagram. Mais je pense que ça veut dire qu'une matière est plus importante qu'une autre. Si c'est ça, la réponse est non. Il y a 8 matières à l'examen et les 8 sont aussi importantes les unes que les autres. Ces 8 matières sont pour la partie scientifique, mathématiques, physique, chimie et biologie. Et pour la partie communication, nous avons éthique, empathie, raisonnement et communication. Mais elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. J'arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo, dont le thème est les questions un peu plus personnelles. La première question, c'est l'option que j'ai prise dans le secondaire. Alors personnellement, j'étais en sciences fortes, c'est-à-dire 7 heures de sciences par semaine. Donc, nous avions 2 heures de biologie, 2 heures de chimie et 3 heures de physique par semaine. Et j'étais en maths 8 heures, donc 8 heures de mathématiques par semaine. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je pense que justement pour les sciences, j'étais relativement à l'aise, même si mes plus grosses faiblesses restent quand même chimie et physique. Mais je ne pense pas que ça vienne vraiment du secondaire, plutôt de la manière d'interroger de l'examen d'entrée. Donc voilà. Pour les mathématiques 8 heures, j'étais très clairement à l'aise avec les questions de l'examen d'entrée, puisque, comme je vous ai dit, une option maths 6 vous suffirait pour être à l'aise avec cette question, ou du moins pour réussir la partie de manière tout à fait correcte. Deuxième question. Quel était mon cours prépa? Donc, où j'ai été faire mes cours préparatoires? C'est une question qui m'a souvent été posée et à laquelle j'ai refusé de répondre pendant tout un moment. Alors pourquoi j'ai refusé de répondre à cette question? Pour la simple et bonne raison que dans les vidéos, même si vous ne me voyez pas entièrement, bon déjà là un peu plus, puisque vous ne me voyez pas entièrement, il y a moyen de reconnaître mes affaires, mon ordinateur par exemple, et ce genre de choses, et j'avais pas particulièrement envie que des gens me voient comme ça pendant mes cours préparatoires. Ça ne me dérange pas si vous me reconnaissez comme ça à un moment, ça ne me dérange absolument pas. Mais pendant les cours préparatoires, j'avais vraiment envie de rester concentrée absolument sur les cours préparatoires. C'est pourquoi je n'ai pas divulgué mes cours préparatoires durant cette année.
Alors certes, si je rate ici l'examen d'entrée, la première session que j'ai passée en juillet, certes, si je le rate, peut-être que je ferai la session d'août qui existe dans certaines universités, donc la session de cours préparatoire qui existe dans certaines universités afin de repasser l'examen en août. Mais même si c'est le cas, je ne sais pas encore si je le ferai dans la même université que celle dans laquelle j'ai fait mes cours préparatoires pendant la session d'hiver. Et je ne sais même pas si je ferai cette session d'août de cours préparatoires. Enfin, du coup, je vous dis dans quel cours préparatoire j'étais. J'étais au cours préparatoire de l'université de Namur. Alors, pourquoi j'avais choisi ces cours J'ai choisi ces cours parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, personnellement. On m'avait dit qu'ils étaient organisés et je les ai trouvés effectivement organisés et très complets. Donc voilà, j'ai fait les cours préparatoires de l'université de Namur. La troisième question, c'est quelle est la marque de mon PC et qu'est-ce que mon stylet? Alors, mon PC, tout comme mon stylet, sont des Lenovo. Alors, mon ordinateur est un ordinateur Yoga 360 degrés, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, c'est à la fois un ordinateur et à la fois une tablette quand je retourne l'écran. Et le stylet est un stylet qui va avec l'ordinateur et qui permet d'écrire sur l'écran tactile. Enfin, la quatrième et dernière question de cette vidéo, comment j'étudie et je fais mes vidéos en parallèle? Alors, la plupart du temps, je fais les montages vidéo sur mes temps de pause et plus particulièrement mes temps de pause le soir, au moment où je ne sais plus travailler, où je vais aller me coucher. Je fais le montage vidéo et je fais ça parfois sur plusieurs jours. Voilà. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. S'il y a des questions qui subsistent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaye toujours de répondre dans les plus brefs délais aux commentaires. N'hésitez pas non plus à les poser sur mon compte Instagram que vous verrez en description. Je réponds en général d'ailleurs plus vite sur mon compte Instagram que sur les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé et vous pensez qu'elle peut potentiellement aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Et merci à tous. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Au revoir.